je voudrais accueillir Stéphane Feller. Stéphane est le fondateur et directeur de la société Expérientielle, qu'il a fondée il y a 4 ans. Elle emploie 3 collaborateurs et il travaille sur l'expérience client et de plus en plus sur l'expérience employée. Sa société est basée à Aurus, dans le canton de Fribourg. Voilà, Stéphane Feller. Je suis quelqu'un de très pragmatique et j'ai envie d'aborder la question sous une forme très pragmatique. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Effectivement, nous, on va travailler principalement sur l'expérience client. Et d'ailleurs, quand j'ai reçu la première version du déroulement de cette journée et que j'ai vu que Michel Voisard me demandait de parler de l'expérience employée, je me suis dit, là, il y a une erreur. Et donc j'ai dit il faut qu'on change ça, c'est pas possible. Et en fait mon collègue qui a travaillé avec Michel sur le contenu de la conférence m'a dit non, il veut vraiment qu'on parle de l'expérience employée. Puis au final je me suis dit mais c'est assez juste parce que à chaque fois qu'on va travailler sur l'expérience client, on se retrouve confronté à des problématiques d'expérience employée. Alors on s'est retrouvé à travailler de plus en plus sur l'expérience employée et vous verrez, je suis un agitateur bienveillant parce que je crois que quand on veut faire un bon cocktail, il faut bien mélanger ce qu'il y a dedans et que parfois quand on mélange un petit peu, ça fait bizarre, mais au final c'est le meilleur moyen d'avoir un vrai cocktail. J'ai aussi des problèmes de télécommande. Bon, c'est la technologie, on est un petit peu loin. Merci. Alors, en fait, on travaille sur une approche qui s'appelle le service design, vous en avez déjà certainement entendu parler. Et puis, il n'y a pas très longtemps, on a eu un mandat assez complexe et on a une cliente qui est psychologue et qui est devenue assez proche de nous. Et puis, je l'appelle, puis je lui dis, écoute, là, je crois qu'on est face à un cas qui dépasse mes compétences. J'ai besoin de toi. Et puis, elle me dit, mais finalement, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas la même approche que tu utilises pour les clients vis-à-vis des employés, parce que quelque part leur expérience est la même. Et puis on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas, et puis on va essayer. Ça joue, ça a passé. Alors cette méthode en fait, elle comprend différentes phases qu'on retrouve un tout petit peu dans tout ce qui a été dit en fait, sous différentes formes, mais grosso modo, on a une étape où on va chercher à comprendre ce qui se passe, une étape où on va commencer à chercher des idées, hein, et puis où les gens vont commencer à les utiliser, les apprécier, pas les apprécier, et puis ils vont témoigner. Ils vont témoigner de ce qu'ils ont vécu et ensuite ils vont adhérer ou ils ne vont pas adhérer. Alors le client, lui, il va acheter, un employé, il va rester, etc. Donc on s'est rendu compte que ces étapes qui, à la base, qu'on appliquait pour le client, sont très similaires à celles d'un employé. Et puis, c'est ce que je vous disais avant, c'est que quand on travaille sur l'expérience client, on ne peut pas offrir une bonne expérience client si les employés ne vivent pas, eux, une bonne expérience. C'est pas possible parce que, finalement, quand on demande à un employé d'être aimable avec ses clients, de bien les recevoir, si lui, il est mal dans sa peau et s'il se dit « mon entreprise, elle est pas, j'adhère pas à ce que fait mon entreprise », ben, il peut pas le faire. C'est pas possible. Alors là, je suis beaucoup plus dur que tous ceux qui ont passé avant, parce que ça sort des résultats que vous avez présentés, mais moi je pense qu'il y a 79% des gens qui ne vont pas recommander leur entreprise. Parce que quand vous êtes dans la partie jaune des 7 à 8, vous ne recommandez pas, ça vient du NPS, hein, le Net Promotion Score. Dans la réalité d'une entreprise, si vous êtes client d'une entreprise, si ce n'est pas extraordinaire, vous ne la recommandez pas. Moi, ça m'a fait pleurer de rire quand j'ai vu qu'ils faisaient un NPS pour la COP. Franchement, vous allez recommander un magasin COP dans lequel vous allez. Pourtant, elle est bonne, votre expérience. En général, il n'y a pas trop à se plaindre. Mais on ne va pas recommander parce que c'est normal, on s'attend à ça. Donc, pour qu'on recommande une entreprise, qu'on soit client ou employé, il faut qu'on en soit extrêmement satisfait. Donc, pour moi, là, il y a 79% des gens qui ne vont pas recommander leur employeur. C'est énorme. Puis quand j'ai vu ce graphique-là, je me suis dit, tiens, c'est assez drôle parce que finalement, cet aspect d'organisation, c'est l'élément sur lequel on est confronté en permanence quand on travaille sur l'expérience client dans une entreprise. Il y a beaucoup de problèmes d'organisation et vous allez voir, les employés, cette notion d'organisation, c'est quelque chose qui les peine beaucoup. Problème technique. Ça revient. Alors,
Je vais tenter une expérience. J'aimerais 2 volontaires. Vous allez voir enlever une chaussure. Alors je suis désolé si vous avez des chaussettes trouées ou si vous avez vraiment des chaussures fragiles, ne vous portez pas volontaire. Mais dans le cas contraire, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir 2 volontaires. Merci. Formidable. Je vais prendre les chaises. C'est égal. Alors la première partie de l'expérience, vous allez enlever une chaussure, puis vous allez choisir 1 ou 2 cailloux que vous allez mettre dans vos chaussures. Mais je vous laisse libre, hein, vous pouvez choisir les cailloux. Vous en avez encore un? Alors laissez-le. Plusieurs. Quelques-uns. Oui, oui, il faut. Merci. Oui, oui, volontiers. Oui, vous pouvez remettre. Ensuite, je vais vous laisser libre de choisir une des 2 enveloppes. Et dans ces 2 enveloppes, il y a des instructions sur ce que vous allez devoir faire. Je vous laisserai lire, puis ensuite je vous donnerai le top départ pour remplir votre mission. Alors vous voyez pourquoi je boite, hein, parce que j'ai testé l'expérience avant. On est vraiment dans l'expérience. Sergio, vous avez pu prendre connaissance de votre mission? Alors je vous donne le top départ. On y va. Voilà, merci beaucoup. L'expérience est terminée. C'est terminé. Alors, je vais vous laisser enlever les cailloux, vous avez le droit. Je vais vous donner quelles étaient leurs missions. Il y a une des 2 missions qui était à mon top, vous courez le plus vite possible en faisant un pas chassé jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Si vous voulez prendre des mesures pour améliorer vos performances, vous devez impérativement me le demander. Vous pouvez le faire quand vous le désirez, mon bureau est toujours ouvert pour vous. C'est la première mission. Et la deuxième mission, c'était merci pour votre courage, parce qu'il faut le faire, hein, d'être volontaire comme ça. Vous allez me permettre de démontrer un fait très important. Préparez-vous, vous pouvez prendre toutes les mesures nécessaires pour réussir votre défi. Je vous fais confiance, faites de votre mieux. À mon top, faites un aller-retour du point A au point B le plus vite possible. Plus vite vous irez, plus l'effet sera saisissant. Merci beaucoup pour votre aide. Alors, je vous laisse dire lequel avait le pas chassé et lequel avait l'autre mission. Vous n'aviez pas chassé, hein? Oui. Ouais, d'accord. Est-ce que vous avez noté des différences? Oui. Donc, Christophe s'est arrangé pour aller sur un pied. Oui, exactement. Il a pris une initiative, il est parti sur un pied pour lui permettre d'aller plus vite. Christophe, du coup Florian. Florian ne m'a rien demandé, hein. Il a dit je fais à ma manière, et puis il aurait pu me demander est-ce que je peux enlever les cailloux, est-ce que je peux... Voilà, mais il ne l'a pas fait, il a décidé de le faire à sa manière. Merci beaucoup, vous pouvez retourner à votre place. Vous pouvez, ouais, d'accord, merci. Vous voulez pas les garder en souvenir? Oui, d'accord. Alors je vous les laisse en souvenir. C'est des cailloux du bord de la Sarine, en basse ville de Fribourg. Ce que je voulais vous démontrer avec ça, je vous ai dit, je vais faire une présentation très pragmatique. C'est que pour moi, on est tout le temps en train de chercher à l'extérieur où sont les problèmes. Donc on va dire, c'est la génération Y, Z qui change, qui n'aime plus la hiérarchie, qui n'aime plus l'autorité, ou bien c'est la société qui change beaucoup. On va y arriver? Non? Voilà, c'est la société qui change beaucoup. Les gens veulent être heureux au travail, ça c'est nouveau.
on a l'électronique, on a tous ces éléments-là qui changent et donc les gens ne fonctionnent plus comme avant et l'entreprise ne fonctionne plus comme avant. Moi, je crois que c'est beaucoup plus simple que ça, en fait. Les employés qui ont répondu à cette enquête, c'est ce que nous, en tout cas, on voit quand on travaille dans les entreprises, ils vous disent ça. J'ai des cailloux dans les chaussures, et puis on ne me dit pas vraiment où je dois y aller, et encore moins pourquoi je dois y aller, mais ils ont le culot de me dire comment je dois y aller. Puis je crois qu'en fait, le problème, il est assez simple. Alors, je pourrais vous en parler beaucoup avec plein d'éléments. J'ai choisi de vous parler de 3 choses, et d'ailleurs qui sont ressorties tout au long de cet après-midi. Donc, il n'y a rien de très nouveau. Je peux quand même te demander, Michel, parce qu'il y a un petit souci. Je vais vous parler de 3 éléments. Le premier élément, c'est ces petits cailloux que vos employés ont dans les chaussures, qui sont des points de friction. C'est ce qui les embête tous les jours. Le deuxième point, c'est la question de vision. Ça, on en a beaucoup parlé déjà. Je reviendrai brièvement puisqu'on en a déjà parlé. Et le troisième point, c'est la notion de virtuosité. Vous allez voir, ça paraît un peu bizarre, mais vous allez voir. Alors, tout d'abord, la vision. Un des trucs qui me frappe toujours, c'est que quand on commence à travailler dans une entreprise sur la question d'expérience client, on se rend compte que soit l'entreprise n'a pas de vision, soit elle a une vision qui est inchangée depuis 30 ans. Or, tout a changé. Et puis, un deuxième élément qui m'interpelle, il y a des mots tabous. Alors, je suis très heureux d'avoir entendu beaucoup parler du mot tabou changement. C'est des mots qu'on n'aime pas. Nous, quand on parle de changement, souvent on nous dit « Chut, il ne faut pas dire ça, c'est tabou ». L'autre mot tabou, c'est le problème. Pourtant, une entreprise, elle n'a raison d'exister que quand elle résout un problème. Aucune espèce vivante ne dépense de l'énergie si ce n'est pas pour résoudre un problème qu'elle a. Donc une entreprise est là pour résoudre un problème. Une organisation, quelle qu'elle soit, est là pour résoudre un problème. Et donc si on refuse de parler du mot problème, comment est-ce qu'on veut identifier notre mission? Ça, c'est la première chose. Quels sont les problèmes de nos clients et qu'est-ce qu'on a envie de résoudre en tant qu'organisation? Puis le deuxième élément qui m'interpelle par rapport à cette vision, c'est que, étant donné que les choses ont changé, les problèmes ont changé. Les problèmes d'une imprimerie il y a 30 ans, ou les problèmes que résolvait une imprimerie il y a 30 ans, ne sont plus les mêmes problèmes qu'elle doit résoudre aujourd'hui. Imprimer n'est plus un problème. C'est facile d'imprimer. Vous parliez tout à l'heure dans la table ronde de la question des habits. Je pense qu'aujourd'hui, acquérir un habit de travail n'est plus un problème. Par contre, acquérir un bon habit de travail qui est fait dans certaines conditions, etc., peut être un problème qu'on veut résoudre aujourd'hui. Donc la vision, elle doit découler d'un problème qu'on souhaite résoudre. Et ça, c'est très impressionnant. Dans les jeunes entreprises ou chez les jeunes entreprises, elles savent quel problème elles veulent résoudre, en principe. Il y a encore des exceptions. Mais en principe, c'est le cas, parce qu'on a des fondateurs qui, à un moment donné, se sont levés et se sont dit « j'ai envie de résoudre un problème ». Et dans les entreprises traditionnelles, malheureusement, on a parfois perdu un tout petit peu la vision du problème qu'on voulait résoudre. J'ai repris l'image qu'a fait P-Cube juste avant parce que j'ai trouvé ça très joli. En fait, cette question d'ADN, l'attractivité dans l'ADN de l'entreprise, je pense que les entreprises qui savent quels problèmes elles résolvent et pourquoi elles résolvent, elles sont attractives. Elles n'ont pas besoin de faire beaucoup pour être attractives. Je peux encore aller un bout. Je vous ai montré ce schéma, peut-être vous avez déjà entendu parler de Idriss Aberkan, c'est quelqu'un qui est parfois controversé, moi j'aime certaines de ses interventions. Grosso modo, il a essayé de faire un schéma qui s'appelle Love Can Do. On peut le traduire par la passion et le savoir-faire. Tu peux avancer. Si on regarde le savoir-faire, en fait, les entreprises traditionnelles, les entreprises qui ont beaucoup d'années d'expérience, ont en général un très grand savoir-faire, mais très peu d'amour. Elles ont perdu l'amour, leur raison d'exister, elles l'ont perdu. Elles ne savent plus ce qu'elles font et pourquoi elles le font. Alors on a des entreprises nouvelles qui arrivent, qui ont énormément d'amour, mais peu de savoir-faire. Ça, c'est les jeunes entreprises, c'est les startups, etc. Et quand on a énormément d'amour et peu de savoir-faire, il se passe quoi? On acquiert le savoir-faire très vite. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la nature a sélectionné le jeu pour apprendre. Si vous regardez les animaux, ils apprennent en jouant. On est la seule espèce, en tout cas au niveau des mammifères, je pense que c'est des animaux, donc je ne vais pas généraliser, mais en tout cas au niveau des mammifères, on est à peu près la seule espèce à avoir choisi d'apprendre dans la douleur. Parce qu'on nous balance des heures et des heures de théorie à l'école, et puis après on nous fait un examen, puis tout ce qu'on ne sait pas, on nous sanctionne.
Et donc, si on apprend dans le jeu, eh bien, quand on a beaucoup d'amour, beaucoup de passion pour ce qu'on fait, on apprend très vite parce qu'on s'amuse. C'est pas nouveau, hein. Saint-Exupéry disait, si vous voulez construire un navire, il faut donner le désir de la mer. Allez pas chercher un charpentier, un menuisier, un tisserand, etc. Mais donnez le goût de la mer, alors viendront à vous les menuisiers, les tisserands, etc., etc. Et ça rejoint un petit peu ce qui a été dit avant par rapport aux valeurs. C'est-à-dire que si les employés, les gens que vous allez engager adhèrent à vos valeurs, adhèrent à votre raison d'être, à pourquoi vous existez, eh bien, ils auront envie de travailler avec vous. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens dans les entreprises qui soit n'adhèrent pas, soit ne comprennent pas pourquoi l'entreprise existe, quel problème elle résout. Ça, c'était mon premier point, la question de la vision. Deuxième point, c'est ces fameux cailloux qu'on a dans les chaussures. Alors ça, c'est un truc qui me frappe à chaque fois qu'on a des problèmes au niveau de l'expérience employée dans les entreprises. Ces points de friction, si tu peux continuer. En fait, tout au long de la journée d'un employé, comme de celle de vos clients, c'est exactement la même chose, tu peux encore aller un coup, on a tout un tas d'interactions. C'est-à-dire qu'un employé, il va se lever, j'ai mis à 6 h du matin, il va prendre sa voiture, il va chercher une place de parc, il va arriver au bureau, il va discuter avec ses collègues, etc. À chacune de ces interactions, il peut y avoir des éléments qui le gênent. Par exemple, il n'a pas de place de parc. Il doit tourner, je ne sais pas combien de temps, pour trouver une place de parc. Après, il est mal accueilli par ses collègues. Après, il a un système informatique qu'on lui a imposé puis qui ne fonctionne pas comme il aimerait. Puis il râle, ça ne fonctionne pas. Puis il se passe quoi? Parce que le bureau du patron est ouvert, donc aujourd'hui c'est la mode, hein, venez chez moi, dites-moi ce qui ne va pas. Alors les gens viennent et puis ils disent au manager, ça ne va pas, il y a ça qui m'embête, il y a le frigo qui est toujours sale, ça m'embête, etc., etc. Puis l'employeur il répond quoi? Ou les managers ils répondent quoi? J'ai pas le temps. J'ai d'autres problèmes vachement plus importants que ça. Alors arrête de me casser... Voilà, avec tes petits problèmes. J'ai des problèmes beaucoup plus importants. Et du coup, ces petits cailloux restent dans les chaussures. Et si je vous avais fait faire l'exercice pendant toute ma conférence, je peux vous assurer que vous auriez eu mal aux pieds à la fin. Et bien les employés, c'est ça qui se passe. Ils en ont marre de ces problèmes. Et ils en ont marre qu'on leur dise « Venez m'en parler, mais j'ai pas le temps pour t'écouter ». Et je pense que résoudre ces petits problèmes, c'est enlever les petits cailloux dans les chaussures. Et on ne peut pas demander, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on demande dans les organisations traditionnelles, on demande à nos collaborateurs de courir aussi vite que les startups. Sauf que les startups, eux, ils ont des baskets et ils n'ont pas de cailloux dans les chaussures. Au départ, en tout cas, après ça vient vite. Donc je pense que la première chose, il faut vraiment enlever ces cailloux qu'il y a dans les chaussures. Ce n'est pas des gros problèmes, c'est rapide, c'est des petites choses des fois. Mais il faut les enlever. J'ai demandé à mon fils de faire une petite démonstration pour montrer comment on pouvait enlever les cailloux dans les chaussures. C'est pas très compliqué, hein. Il suffit de tourner la chaussure et puis les cailloux tombent. Mais ça demande juste d'enlever la chaussure et puis d'enlever les cailloux. Troisième point, c'est la virtuosité. Pourquoi la virtuosité? Ça vous a paru un peu étonnant quand je vous ai parlé de ça. Eh bien ça, c'est le comment. On me dit comment je dois faire. Moi, je crois profondément que justement, si les gens adhèrent et qu'ils aiment ce pourquoi ils travaillent, eh bien, ils sont capables d'atteindre la virtuosité. La virtuosité, si on prend un sportif d'élite, si je suis un skieur, par exemple, je m'entraîne beaucoup, c'est dur, hein, on va continuer à s'entraîner malgré le fait que c'est dur, et le jour où on tombe, on ne va pas changer et puis devenir violoniste. Mais d'accord. Pourtant, dans les entreprises, très souvent, ce qu'on perçoit, nous, c'est que quand il y a quelque chose qui est vraiment dur, eh ben, on arrête et puis on change. Parce qu'on doit faire juste du premier coup. Ça doit fonctionner rapidement, parce qu'on est dans une société de la facilité. Ça doit être facile, sinon on lâche. Puis c'est la même chose, notre violoniste, lui, si ça ne marche pas, il ne va pas devenir tennisman. Puis si on revient un tout petit peu en arrière, on en a parlé déjà, je crois que c'est P-Cube qui a parlé de ça, de l'enfant, eh ben, si les enfants... ils arrêtaient d'apprendre à marcher la première fois qu'ils tombaient, ils ne marcheraient jamais. Et encore pire, si un enfant essayait d'apprendre à marcher en lisant dans un bouquin, il ne marcherait jamais. Donc si on veut apprendre à marcher, si on veut devenir des virtuoses dans nos entreprises, ça veut dire qu'on doit se permettre de tomber. On doit se permettre de faire des erreurs et ne pas confondre erreur et échec. Parce qu'une erreur n'est pas un échec dans la mesure où on peut la corriger. Mais si on abandonne et qu'on change, alors on ne la corrige pas et oui, c'est un échec. Alors comment est-ce qu'on utilise le service design dans des cas comme ça? Je vous ai parlé des différentes étapes du service design. Je vais vous montrer quelques exemples pratiques. Dans la première partie, dans la recherche, dans le fait de comprendre, les managers, comme tout le monde, en fait, on a très souvent des impressions, des hypothèses. Et puis on considère nos hypothèses comme étant valables.
mais ce n'est pas toujours le cas. Alors on peut utiliser des outils pour essayer de comprendre. On fait ce qu'on appelle la user journey, donc on va faire ce que je vous ai montré avant. Quelle est la journée de l'employé? Où est-ce qu'il a des problèmes? Quels sont ses points de friction? Comment on peut résoudre ces points de friction? Il y a d'autres outils. J'adore le body storming, et là j'ai un exemple très concret à vous montrer. On a fait ça à l'alimentarium de Vevey. Et puis vous voyez peut-être ce monsieur assis sur une chaise haute. En fait, quand on a fait le body storming, la chaise n'était pas haute, il avait une chaise basse. Et puis, il y a une des réceptionnistes qui dit « Ah, mais tout le temps, quand les gens arrivent, ils ne nous voient pas. » Bon, vous voyez que le comptoir est bourré de trucs, mais en plus, la chaise était basse. Et puis, il y avait la sous-directrice qui était là, j'ai rien contre elle, hein, c'est pas méchant, mais grosso modo, elle lui dit « Ah, mais c'est bon, ça fait 2 ans que vous nous cassez les pieds avec le fait qu'on ne vous voit pas. » Puis là, moi, je dis « Attendez, stop, 2 ans pour un petit caillou comme ça ? Il faut qu'on le résolve tout de suite. » J'ai demandé à la réceptionniste, mais vous avez une solution? Puis elle dit, ouais, il y a des chaises de bar là-bas qu'on n'utilise jamais. Je dis, est-ce qu'elle peut aller chercher une chaise de bar? Oui, elle peut. Alors, ok, elle va chercher la chaise de bar, elle la met, puis elle s'assied dessus, puis elle dit, ah ouais, maintenant on me voit. Le problème était réglé. Pas très compliqué, hein. Continuez. Il y a d'autres aspects, des interviews contextuelles. J'insiste bien sur le contextuel, parce que si on veut comprendre qu'est-ce qui embête les employés, il faut le voir là où ils le font, où ils travaillent. Et puis là, on est en train de tester, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais la mobile ethnographie qui est très intéressante parce que les gens disent ce qu'ils veulent quand ils veulent. On ne les influence pas du tout. Donc ils peuvent dire en arrivant le matin, cette machine à café ne marche jamais, ça m'énerve. Ou bien ils peuvent dire, ah, mon siège est super confortable, j'adore. On les laisse libres. Ensuite, l'autre point, c'est de prioriser les tensions. Ça, c'est un autre gros problème des organisations. Je pense qu'en travaillant dans les structures, vous voyez ça. On veut tout changer tout de suite. Quand il y a un problème, on veut tout changer et on veut le résoudre tout de suite. Et ça, ça fait qu'on commence beaucoup de choses et on finit rien. Et donc, de prioriser les tensions, c'est quelque chose de primordial. Ensuite, on arrive dans la phase de définition. On va chercher des idées pour résoudre ces problèmes-là. Puis là aussi, faire travailler les collaborateurs sur ces questions-là, sur ces problèmes-là, c'est très intéressant. On aime bien, vous parlez de prototypage, on aime bien les faire prototyper. Dessiner, ça serait comment si c'était génial? Comment est-ce qu'on pourrait résoudre votre problème? Et puis la difficulté qu'on a, c'est quand les gens parlent, souvent on imagine les choses différemment les uns et les autres. Par contre, que quelqu'un dessine une solution, c'est tout de suite beaucoup plus concret, on a un langage commun. Ensuite, organiser les idées, parce qu'il y a des idées qui se regroupent, il y a des choses qu'on peut mettre ensemble, etc. Et on arrive de nouveau dans la priorisation. Et cette priorisation, à ce moment-là, on va prioriser les solutions. Il y a des solutions qui vont demander plus ou moins de ressources, et puis il y a des solutions qui auront plus ou moins d'impact. Plus une ressource va avoir de l'impact et demander... plus une solution va avoir de l'impact et demander peu de ressources, plus vite il faudra la mettre en place. Parce que ça va déjà commencer à améliorer le sentiment des collaborateurs, très rapidement, et ça va être plus facile ensuite de travailler sur des problèmes qui demandent plus de ressources, plus d'énergie. Ensuite, on arrive dans le prototypage, où on va vraiment aller dans la conception de ça. Et puis là aussi, quand on fait dessiner les gens, on arrive tout de suite à des solutions qui sont hyper intéressantes et auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et encore mieux, quand on les met ensemble et ils commencent à partager leurs dessins et à discuter ensemble de leurs dessins, tout d'un coup ils disent « Ah mais tiens, pourquoi tu mets ça là ?» Et puis « Ah, puis si on mettait… » Et c'est hyper intéressant. On peut tout prototyper, hein. On peut vraiment tout prototyper, des interactions, des machines, des gens, etc. Et puis on peut les tester, et ça c'est génial, parce qu'on peut les tester très très vite. Moi, ça me frappe dans le domaine informatique parce qu'on développe souvent des outils informatiques sans avoir demandé aux utilisateurs mais ça marcherait chez vous ou ça marcherait pas? Et puis qu'est-ce que vous verriez? Donc en faisant des prototypes tout simples, on peut tester très rapidement chez les utilisateurs est-ce que ça fonctionnerait ou pas. Ensuite, on peut aller plus loin. La même chose hein, pour des services, étape par étape, comment ça fonctionnerait, etc. Et ça, pour les collaborateurs, c'est un outil absolument génial. Puis ensuite, on arrive sur les aspects visuels. Puis très souvent, on commence par le visuel, et puis, ou par les aspects qui se voient. Hein. Quand je parle de visuel, c'est vraiment, moi je dis, on est dans une société de joueurs de poker, parce qu'on paye pour voir. On ne paye pas pour réfléchir. Les entreprises détestent payer pour réfléchir, par contre, elles adorent payer pour voir. Un autre exemple, on peut prototyper des objets, on peut les faire tester. Puis ensuite, on arrive dans la phase de réalisation. Et la phase de réalisation, c'est de la pure gestion de projet, donc je ne vais pas m'y attarder très longtemps.
Je pense que c'est assez simple, mais de nouveau, une fois qu'on a priorisé les solutions, eh ben, on les met dans des graphiques, peu importe lesquels, mais on les met dans quelque chose qui va nous permettre d'avancer. On fait quoi cette semaine? On n'attend pas, on n'est pas en train de se dire, mais oui, il faut qu'on étudie ça, il faut qu'on fasse ça, on y va, on fait. On arrive dans l'amélioration, ça c'est l'enfant qui commence à apprendre à marcher et qui tombe. Quand on n'atteint pas les résultats, alors là j'ai donné un exemple, on a fait une exposition avec des grands doigts où les gens devaient se prendre ou se prennent en photo, et puis on n'atteignait pas les objectifs qu'on voulait, on n'arrivait pas encore à faire suffisamment de contact avec ça. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé une caméra sur l'exposition pour voir comment les gens se comportaient. Et on a observé des choses extrêmement simples, extrêmement évidentes, mais qu'on n'aurait jamais vues si on n'avait pas observé. Et si on avait posé la question aux gens, ils ne l'auraient pas dit non plus. Parce que le comportement est tellement instinctif que c'est seulement en observant qu'on va voir ce qui se passe. Tu peux continuer ? Et là, c'est un schéma qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est quelque chose qu'on constate souvent, c'est qu'en fait, on avance en disant « Ok, on fait quelque chose de nouveau ». On réfléchit un petit peu, on crée quelque chose de nouveau, puis dès que ça, on laisse vivre 2-3 ans, puis après ça marche plus, hop, on refait quelque chose de nouveau, etc. Puis c'est ce que je vous expliquais avec le sportif. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée de l'enfant qui apprend à marcher, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose de nouveau, on observe, on améliore, on observe, on améliore, on observe, on améliore. Et là, ça peut être avec des datas très précises, ça peut être avec une simple observation, ça peut être avec une discussion avec le collaborateur, est-ce que ça a changé, est-ce que ça n'a pas changé, quel est votre niveau de motivation, etc. Mais on n'abandonne pas parce que ça ne va pas tout de suite. On n'abandonne pas. Ça, c'est le mot de la fin. Je pense que l'anticipation coûte beaucoup plus cher que l'expérimentation. Et ça, je pense que c'est un mal de notre époque. On fait des grandes études, je vous ai dit, je suis quelqu'un de pragmatique. On fait des grandes études, et on fait des études, et on fait des études, et on fait des études, et souvent on ne réalise pas. Le nombre d'études qu'on trouve dans les tiroirs des entreprises, des communes, de n'importe quelle organisation, de trucs qui ont été étudiés mais pas réalisés. Et moi, c'est pour ça que je vous disais, quand je vois les résultats de cette étude, ça ne me surprend pas. Je ne suis absolument pas surpris par les résultats. Et puis, j'ai juste envie de me dire, mais agissons, ce n'est pas très compliqué. Si on regarde les cailloux qu'ont nos employés dans leurs chaussures, c'est vite fait de voir comment on peut agir. Alors agissons, et puis on verra les résultats, puis on améliorera. Voilà, merci beaucoup. Moi, j'ai terminé avec cette présentation.